Et voilà. Bah, merci Christian de nous recevoir chez toi, ici près d'Angoulême. Avec plaisir. Voilà. Alors on est venu avec Christophe, avec qui tu joues dans une formation. Et bah, je vais laisser Christophe un petit peu te charcuter. Et puis voilà, puis j'interviendrai peut-être de temps en temps si j'ai des questions à te poser sur certaines choses. Bon ben, Christian, bonjour. 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 Merci de nous recevoir aussi. Mais est-ce que tu peux nous expliquer tes débuts en fait, tes débuts dans la guitare, dans la musique, si tes parents, de la famille étaient musiciens? Oui, ben, mes débuts, c'est donc la filiation quoi, avec ma famille, mon père, et puis qui était guitariste, et puis qui jouait dans les bals de la région, et puis qui a commencé à me faire chanter avec ma sœur aussi. Bon, ben, c'était déjà une manière de nous faire travailler l'oreille, quoi. Parce qu'il nous faisait chanter, je ne sais plus, une chanson de l'époque, peu importe. Et puis lui, il modulait, il changeait de tonalité. Et donc on suivait, on changeait de tonalité nous-mêmes en chantant. Donc quand j'y repense, là, je m'aperçois que c'était une bonne manière de faire travailler l'oreille, quoi. Et puis ensuite, assez tôt, puisque je suis allé à l'école. L'école, c'était obligatoire à l'époque jusqu'à 14 ans. Et puis, et donc, quand j'ai eu 14 ans, j'ai arrêté l'école avec plaisir. Ça a toujours été un peu une contrainte. Ça te plaisait pas, c'était pas ton environnement, disons. Et oui, ça me plaisait pas. Et puis, j'étais pas, comment dirais-je, comme beaucoup chez nous, j'étais pas poussé tellement par mes parents pour étudier, quoi, vraiment, comme ça doit être, comme ça doit être. Et donc, à 14 ans, école terminée, et puis j'ai commencé, je jouais déjà un petit peu, mais pas beaucoup, hein, je faisais les accords, l'accompagnement, et je suis tout de suite rentré dans un des orchestres de bal de la région d'Angoulême, quoi. Donc tu as commencé la guitare vers quel âge, plus ou moins? 11 ans, D'accord, ok. à 11 ans. Donc il y a eu la période où tu chantais avec ta sœur, Oui, puis voilà. tu as commencé l'instrument plus ou moins. Oui, parallèlement, mais en même D'accord, temps, quoi. ok. Il y avait une guitare à la maison, enfin, il y en avait même au moins 2 ou 3. Les guitares de mon père, plus une que j'avais moi déjà, là, comme ça, guitare acoustique. Et puis mon père m'a commencé à me montrer les accords, quoi. J'ai jamais été poussé, quoi, non plus à pratiquer la guitare, mais ça se faisait tellement naturellement. J'avais un copain gitane. Je dis gitane, hein, puisque nous on dit, il n'y a pas de féminin et de masculin, on dit les gitanes pour les hommes aussi, quoi. Mais ça, je crois que tu le sais. Oui, Et donc, ce jeune gitane-là, parisien, il venait en vacances en Charente avec son père, qui était aussi guitariste. Ils étaient le père et le fils dans la même situation que mon père et moi, quoi, en fait. Et lui, déjà accompagnait son père, j'avais remarqué ça. Et ça m'avait vraiment... ça t'avait donné envie en fait, là. chose que je ne faisais pas encore, moi. D'accord. Et ça m'avait estomaqué, quoi. Et donc, ben, je voulais faire pareil, et puis voilà, quoi. Ça s'est fait un peu comme ça, mais assez simplement. D'accord. Et alors, une question pratique, mais est-ce que tu jouais de la guitare, vu que tu es issu de la communauté gitane, est-ce que tu jouais vraiment de la guitare acoustique ou c'était vraiment une guitare est-ce qu'il y avait vraiment une focalisation sur la guitare type Selmer ou disons qu'il n'y avait pas Non, vraiment c'était d'a alors priori? vraiment au tout début, quand j'ai commencé, c'était une guitare acoustique. Donc je suis incapable de me rappeler le nom. Mais pas spécialement une type Macaferri Non, D'accord. la marque, je ne sais plus du tout. On va dire une copie Selmer, si on veut. Et puis, mais très vite, puisque j'ai eu une guitare électrique, puisque je commençais à faire les balles. Donc mon père m'a acheté une solid body Une électrique. guitare genre strato un peu genre strato, plate, quoi, ouais, plate. d'accord, ok. J'ai commencé avec ça pour faire les balles. Mais quelques temps après, j'ai eu une Gibson. À caisse donc?
demi-caisse, D'accord. 235, je crois. J'ai eu cette guitare, et puis cette guitare, je l'ai gardée des années, des années, des années. Et plus tard, quand je suis arrivé à Paris, en 1971, j'avais toujours cette guitare, cette petite Gibson. Et puis, assez rapidement, au début de mon arrivée à Paris, j'ai commencé le métier et rentré dans l'orchestre du chanteur Jean Ferrat. Et puis un soir, après une répétition, ma Gibson était dans ma voiture, et puis je suis allé rue Bonaparte, à Saint-Germain-des-Prés, et là je suis rentré dans un bar, j'ai passé un moment dans un des bars de la rue Bonaparte, là. Et quand je suis ressorti, le carreau, la vitre arrière de ma voiture était cassée, et cette guitare avait disparu. Donc je me suis fait voler ma première Gibson. Ah, ça devait être terrible comme événement. C'était terrible. Et puis, il y avait un gala avec Jean Ferrat le lendemain. J'avais pas de guitare. Ah oui, je me suis fait voler la guitare et l'ampli. Ah oui, tant qu'à faire. Ah ouais. Et puis c'est un cousin, un escoudé aussi, chez qui j'habitais, qui avait une guitare et un petit ampli, qui était à son fils, et qui m'a dépanné, qui m'a prêté cette guitare et cet ampli, quoi. Voilà. Et si on revient un peu en arrière, en fait, qu'est-ce que tu retires de l'expérience des balles, en fait? Parce que tu as commencé tôt, donc moi j'en ai fait aussi assez tôt, et avec des anciens, donc, parce que peu de jeunes jouaient ça, en tout cas à mon époque, et ça a été pour moi quelque chose d'assez important de passer du monde de l'adolescence avec le monde adulte et aussi au monde de la nuit un peu, quoi. Donc je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, parce que 14 ans c'est jeune. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi d'un point de vue musical et puis en tant que personne, sur le regard que tu avais du métier, quoi. Comment dire, d'un point de vue musical, je serais tenté de dire que ça m'a pas apporté beaucoup de choses parce que c'était le niveau, le niveau musical et l'ambiance et le niveau musical des musiciens de bal avec qui je jouais à cette époque-là était pas très élevé, quoi. Ils faisaient bien leur travail, mais le plus consciencieusement possible, mais il n'y avait pas d'exigence, quoi. Donc j'apprenais pas grand-chose musicalement. Un peu plus tard, dans l'orchestre de bal, j'ai appris quelque chose parce que dans un des derniers orchestres de bal auquel j'ai participé, dans cet orchestre, il y avait un bon musicien qui était, lui, par rapport aux autres régionaux, qui était professionnel. Et donc, lui, c'était un amateur de jazz aussi. Il jouait du piano, il jouait de la guitare, il jouait du sax alto. C'était un très bon musicien. Et avec lui, j'ai appris, oui. J'ai appris, parce que j'allais chez lui, puis il me relevait dans la semaine, on faisait les bals les week-ends, et puis dans la semaine, j'allais chez lui, à Angoulême, là où il habitait, où il donnait des cours. D'accord. Et là, j'allais chez lui, souvent, des fois, ça l'emmerdait un petit peu, parce qu'il avait soit des cours à venir, ou je débarquais. À cette époque-là, on ne se téléphonait pas pour se dire j'arrive. Donc j'arrivais, et puis, mais il m'a jamais dit ah, j'ai un élève, tu reviens, jamais. Il était bienveillant. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion à cette époque de travailler le solfège et la théorie musicale? Non, enfin les grilles, d'accord. D'accord. Parce que lui, il avait une bonne oreille, hein. Donc ce fameux musicien, et donc il s'appelait Maurice Sacotte, et il avait une oreille assez extraordinaire. Sans instrument, il relevait, il avait une feuille sur son bureau, une feuille, un stylo, et puis il écoutait. Alors moi c'était les débuts où je constituais ma discothèque, quoi. Il y avait un disquaire à Angoulême, et puis j'allais, dès que je pouvais, avec mon argent de poche, des balles, j'allais m'acheter les premiers disques
de Wes Montgomery D'accord. ou autres. On trouvait ça en fait à l'époque, il y avait une bonne distribution par rapport aux enregistrements américains. Oui, oui, Ouais. oui, c'était, on va dire, les années 60-65, quoi. D'accord, ok. Et il y avait un disquaire qui recevait toutes les nouveautés, les sorties. Et donc j'allais chez Maurice, et lui, il relevait, il m'écrivait les accords des disques de Wes Montgomery. C'était déjà une façon d'apprendre, quoi. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé ensuite à aller à Paris? Parce que tu es allé à Paris relativement jeune en fait. Ben, je suis allé à Paris en 1971, mais entre-temps, j'avais quitté la région et les bals pour aller à Monaco. Et à Monte-Carlo, là, j'étais dans l'orchestre d'Aimé Barelli pendant 1 an. Et là, j'ai commencé à être vraiment. C'est là où j'ai commencé à être confronté à des professionnels avec les exigences que ça demande, quoi, de faire le métier, mais plus comme les balles en Charente, quoi. Là c'était sérieux, quoi, disons. Et il a fallu que j'ai réalisé, j'ai réalisé mes manques, quoi. Et donc, je jouais le soir au casino dans l'orchestre, et la journée, j'allais au casino dans la loge des musiciens, et le premier alto de l'orchestre, c'était un grand orchestre, le premier alto de l'orchestre, qui s'appelait Henri Riera, avec un livre de solfège, on était dans la loge tous les deux assis l'un à côté de l'autre, et puis il me faisait lire les notes, une leçon de solfège, quoi. Mais j'avais eu déjà, ici en Charente, une première expérience avec un des musiciens régionaux aussi, là, qui jouait dans l'orchestre de mon père et qui venait aussi à la maison m'apprendre le nom des notes. Donc, c'était pas perdu, ce que j'avais fait là, le peu que j'avais fait là en solfège à Angoulême, et puis le fait de recommencer là-bas à Monaco, ça m'a quand même servi, c'était enregistré quelque part un peu dans la mémoire. Voilà ça. Donc, ça c'était l'intermède entre la Charente et Paris. Et puis quand, une année après mon passage à Monte-Carlo, là, je suis monté à Paris, comme on dit, quoi. C'était l'expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ouais. Et puis là, bon, ben, j'ai commencé 2 jours après mon arrivée à Paris, 2 ou 3 jours, pas plus. J'avais déjà du boulot, quoi. Parce que c'était un guitariste, un gitane, qui s'appelait Jacques Maille, Jaquette. Et lui, ce guitariste-là, il jouait dans un dancing avenue de Clichy, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Le Petit Jardin. Ah oui, Gus Viseur jouait là-bas aussi. Tout le monde, même Django, je crois, ou enfin, en tout cas, Gusti Mala, ou enfin, Barreau, peut-être Barreau, je ne sais pas Barreau, mais enfin, beaucoup de guitaristes de gitane ont joué au Petit Jardin, beaucoup des générations précédentes. Et moi, l'histoire veut que j'étais encore là, et d'ailleurs, je remercierai jamais assez de ce guitariste gitane qui m'a dit, parce que lui, il aimait pas rester longtemps dans la même place comme guitariste. Il s'ennuyait. Je sais pas s'il s'ennuyait ou enfin, le fait est que au bout d'un moment, il en avait vite marre. Il en avait vite marre. Moi, je ris parce que c'est un personnage comme ça qu'on connaît sous cet angle-là, sous cet aspect-là, quoi. Et donc, je venais d'arriver à Paris. Il m'a dit, bon, ben, tu veux travailler? Ben, je dis oui. Eh ben, écoute, tu vas là-bas vendredi soir. Et donc, c'était peut-être le mardi ou le mercredi qui me disait ça. Et tu vas jouer là-bas, tu vas rentrer pour travailler là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé le vendredi soir avec ma guitare et mon ampli. Je dis bonjour, je viens de la part de Jaquette. On l'appelait Jaquette. Et je viens de la part de Jaquette. Bon, d'accord. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, il n'y a pas eu de problème. Il y a toujours des problèmes. Mais
Mais juste pour clore un peu ce chapitre, disons, je peux dire, je le dis tout le temps, mais je venais donc de quitter Monte-Carlo dans l'orchestre, avec les milliardaires, avec tout, le prince, la princesse, tout le truc. Et je me retrouvais dans un bal musette avenue de Clichy. Et je peux dire que le contraste C'est le grand écart. était saisissant. J'imagine. Ah oui, vraiment. Ça fait partie aussi du métier de musicien. Ça fait partie c'est une du adaptabilité sans oui, limite en fait. Oui, quoi. oui, ça fait partie du métier de musicien, oui, tout à fait. Et alors tu évoques justement ce fameux jaquette, donc ça me permet de faire le pont avec la communauté en fait, la communauté gitane en fait. Oui. Quand tu as rejoint Paris, est-ce que tu t'es dit je vais essayer de rejoindre des membres de la communauté pour m'intégrer plus facilement, ou disons que ça s'est fait naturellement de rencontrer ce jaquette, enfin sans chercher spécialement à rencontrer des gitanes? C'est-à-dire que ça c'était obligé, puisque obligé, et puis c'était pas une obligation pour moi, puisque c'était naturel, mais je veux dire obligé dans le sens que j'avais pas, j'étais avec ma femme et mon fils, un de mes deux fils, qui avait 2 ans. Il fallait que je dorme quelque part, hein. Donc je suis allé habiter chez un cousin pendant 2 mois, avant que je trouve un appartement. Voilà. D'accord. Et au regard que toi tu portes sur ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche en fait, quoi. Si on veut rester un peu dans ce chapitre communauté, quel regard tu portes sur ce style, sur Django? Et on a évoqué aussi le distinguo qu'on faisait entre l'école entre guillemets gitane qui était plus proche des États-Unis, de la culture américaine. On parlait justement de Laro Solero, de René Maille, des premières années de Boulou Ferré qui jouait sur une guitare Charlie Christian, par rapport à la communauté manouche qui elle est plus, comment dire, qui a plus conservé la tradition de Django, du Django des années 30. Mm-hmm. Alors comment toi comment tu perçois ça et comment tu vois ça en fait, quoi? Déjà, est-ce que toi tu valides le fait que la communauté gitane était plus proche de l'école américaine et la communauté manouche plus proche du Django des années 30? Oui, est-ce que ça c'est vrai. tu le valides en fait? Oui, ça c'est vrai, oui. Mais comment dirais-je, j'ai pas d'explication à ça. Ouais, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. J'ai pas vraiment en fait. d'explication à ça. Je sais pas. Peut-être que finalement, là encore, on se retrouve dans l'influence de Django. Je veux dire par là qu'à la fin de sa vie et la fin de sa vie musicale et discographique, Django, il jouait plus du tout comme il jouait en 1935. Hein. Non, bien sûr. Il jouait plus. Il avait l'amplification était arrivée, donc il jouait avec un ampli. Il n'est pas resté lui comme ça. Et puis il a pas continué à jouer avec 2 guitaristes qui faisaient la pompe pour l'accompagner. Il y avait la jeune génération de musiciens français comme Martial Solal, Maurice Vander, Pierre Michelot, et tout ça, et Hubert Foll. Et il a joué, lui, et il a joué avec ces gens-là. Donc c'est pas, comment dirais-je, on retrouve encore Django à la base de ta question, quoi, un peu. Ouais, je sais pas si je suis assez clair. Ouais, je comprends bien. Mais moi, ce que j'ai noté de mon expérience, et quand je confronte cet avis avec d'autres personnes comme toi, on tombe d'accord sur le fait que les gitanes, la communauté gitane, est plus attachée justement à la dernière période de Django, et plus proche de la culture américaine et entre guillemets ouverte sur diverses influences musicales. D'ailleurs, il y a vraiment une volonté de constituer son propre répertoire et de s'émanciper de la culture purement Django des années 30. Alors que, d'une manière générale, mais bon, c'est toujours difficile de généraliser à 100%, mais les manouches sont plutôt proches de la guitare acoustique, du Django des années 30, et sont même revendiquent assez fortement le fait de copier Django pour être proche de son style. Enfin, tu vois, il y a vraiment à partir de la même souche, il y a vraiment une perception différente et une élaboration de la musique qui est vraiment radicalement différente en fait, entre un côté conservateur
et un côté vraiment très porté sur l'évolution et le progrès, quel qu'il soit de la Oui, musique. tout à fait, oui, mais Et ce, depuis le début, en fait, quoi. Parce qu'on peut noter ça déjà depuis les années 60, en fait. oui, oui, tout à fait. Hum, Il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle à ça, en fait. Ben non, j'en vois pas tellement, quoi. Je vois pas, j'ai pas une explication très rationnelle à ça, parce que c'est difficile d'essayer de répondre à ça, d'analyser ça, parce que je parle d'aujourd'hui, mais même dans le passé, aussi bien les gitanes que les manouches ont toujours aimé la musique américaine. Aujourd'hui, par exemple, les gitanes, oui, bon, ils écoutent, je sais pas, moi, ils ont Stevie Wonder, et puis même des choses plus récentes, plus actuelles, Michael Bublé, enfin tous les crooners, toute la pop musique américaine, quoi. Mais les manouches aussi. Oui, ils adorent Benson. Benson, Ils adorent les gens qui oui, chantent, les chanteuses, enfin, toute cette pop américaine. Donc, à partir de là, il n'y a pas de différence dans les goûts entre les gitanes et les manouches. De la musique, ouais. Oui, pour la musique américaine, il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que la différence se fait parmi si on parle de guitare, parmi les guitaristes, oui, par rapport à ce qu'on disait précédemment, quoi. Parce que même par rapport à la technique de guitare, hier on évoquait justement le fait de... Alors bon, c'est très guitare dont on parle, mais néanmoins je pense que ça a une influence sur la musique. Le fait que les gitanes, en général, hein, c'est toujours des généralités, mais laissent la main collée, la main droite donc du médiator collée sur la guitare, un peu à la méthode américaine, que les manouches ont tendance à décoller la main et jouer sur des guitares acoustiques. Oui, oui. Et en fait, ça peut paraître un détail, mais ça change vraiment les phrases, en fait. Ça change l'inflexion, l'articulation. Oui, bien sûr. Donc oui. la musique, en fait. Oui. Mais toi qui as rencontré des gens comme Laro Solero ou comme Néné Maï, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait vraiment des discussions sur ces points précis, sur la manière d'élaborer les choses? Ou disons que vu qu'on trouvait les disques justement chez les vendeurs et que c'était la musique à la mode, bah, finalement on jouait la musique à la mode et c'était naturel de suivre le courant de la musique, quoi. On n'en parlait pas trop, non, mais Okay. bien qu'il y avait quand même toujours, on n'en parlait pas trop, un peu quand même, dans le sens où il y avait toujours, comme tu dis, par rapport à la position de la main droite et du médiator, quoi. Oui, ça on en parlait un peu, enfin, effectivement, on avait les gens que tu as cités, et moi aussi, et on avait conscience de cette différence, quoi, de la position de... Oui, oui, on avait conscience de cette différence-là, quoi, mais c'était comme ça, quoi. C'était... Les deux choses existaient, elles existent toujours. C'est une question de style, oui. D'accord. Mais voilà, sans plus, quoi. D'accord. Je pose ces questions-là parce qu'aujourd'hui, tu sais, ce qu'on appelle, on va appeler les termes, on va utiliser les termes génériques pour être plus facilement compris, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche, Oui. qui est une appellation relativement récente, ça a dormi vraiment très longtemps, Oui. jusqu'aux années fin 90-2000, avant de devenir une mode. Oui. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est que cet élément de la main droite est vraiment devenu quelque chose de... Enfin, je dis ça parce que je donne des cours et que je vois Oui. par rapport aux attentes de mes élèves, c'est que Ouais. la main droite, à la limite, détermine, comment dire, et la première recherche, même avant même de parler à la musique, Oui, oui. enfin de musique, d'harmonie, de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une focalisation sur cette fameuse main droite. Et c'est moi, de mes convictions, je suis persuadé que c'est arrivé très tard, cette espèce de fétichisation un peu de la main droite. Mais c'est pour ça que je voulais confronter cet avis avec toi et rendre que tu donnes toi ton avis parce que tu étais là à l'époque, donc tu as vécu les choses. Et justement, dire qu'à l'époque, c'était pas vraiment une préoccupation en fait. C'était les deux étaient admis et c'est pas ça qui faisait que tu étais plus gitane ou moins gitane que l'autre en fait. Ça n'allait pas jusque-là, quoi. Ouais, Tu voilà, vois, ça c'est n'allait ça, pas ouais. jusque-là, disons. C'est ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui, Mais, ce rapport a changé. Quoi. Ça existait un petit peu, la D'accord, question existait ok. un petit peu, mais après c'était un choix.
le choix de chacun, quoi, D'accord, selon ok. la musique et le style qu'on voulait jouer. Alors là, D'accord. oui. Après, si on avait choisi de jouer, d'être dans la tradition Django, bon, évidemment, là, ça demande à être joué comme ça, de cette manière-là, ou pas. Mais je comprends qu'aujourd'hui, des élèves en guitare se posent la question, et comment dirais-je, afin de pratiquer l'un ou l'autre eux-mêmes, quoi. Oui, Ça, oui, je le comprends tout à fait, d'expérimenter quoi. ça. Ouais. Parce que c'est un fait que la guitare ne sonne pas de la même manière, hein. Ouais, bien sûr. Les phrases, Et mais les sont pas les phrases, et mêmes. le langage, ça a une influence sur le langage, pas seulement sur le son, mais sur le langage, quoi, musical. Oui, c'est devenu une mode, c'est à la mode, oui, depuis pas mal d'années. Et ça a tendance souvent à prendre trop de place, cette mode-là, quoi. Oui, oui. La mode, à la place, ça remplace, ça a tendance à remplacer la culture, quoi. Mais il y a beaucoup à dire, quoi, sur Django. Musicien génial, extraordinaire comme il a été, quoi. Et donc, un petit aspect technique. Enfin, comme il était handicapé de cette main gauche, il y a des phrases, je me souviens avoir relevé une phrase de lui sur une arpège, sur un accord de septième majeur. Mais il ne joue pas du tout l'arpège sur un accord de septième majeur comme n'importe quel guitariste pourrait la jouer, parce que, à cause de sa main gauche comme ça. Donc il avait que deux doigts, et donc ce qui fait que pour développer l'arpège, il sautait une note. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Il sautait une note Pour rester ici, ouais. dans l'arpège. Mais le fait de sauter cette note, ça devenait une phrase vachement originale. Donc le défaut devenait enfin le défaut. Le handicap devenait une qualité, quoi. Ça, c'est très curieux, ça. Est-ce que tu penses pas, moi j'ai déjà réfléchi à titre personnel, que le message le plus important qu'il laisse, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais bien sûr c'est dans la forme musicale, dans les choses concrètes, tu vois. Mais selon moi, c'est le message le plus important, c'est que malgré ce qui lui est arrivé, qui est dramatique en fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il aurait pu arrêter la musique, ce que beaucoup de gens auraient fait, je pense. Mais malgré ça, il a persévéré. Bon, d'une part, déjà, c'est faire preuve de beaucoup de bravoure, parce qu'en plus, il est resté longtemps à l'hôpital. Et de persévérer, il en a trouvé vraiment quelque chose d'original, en fait, quoi. Oui, oui. Finalement, le message, il est, selon moi, c'est plutôt d'une part la persévérance et dans le fait de développer sa propre voix, malgré tous les défauts qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut se reprocher à soi-même, plutôt que d'imiter, quoi. Oui, oui, d'accord, oui. Parce que là, on cherche beaucoup à imiter Django. C'est normal, c'est parfait, donc on veut s'approcher de ça. Mais finalement, est-ce que ce que lui laisse de plus important, c'est pas cette capacité à être, comment dire, à ne jamais lâcher et à trouver son truc quoi qu'il arrive. Oui, c'est une leçon plutôt philosophique que musicale en fait. Quoi. De courage, oui, et puis quelque chose je ne sais pas comment appeler ça, mais qui le poussait à continuer parce que c'était la musique, quoi, tout simplement, je crois. Et puis autre chose, oui, par rapport à ce qu'on a dit avant, aussi bien chez les gitanes que chez les manouches, ce goût-là, cette attirance pour la musique américaine, moi, je me souviens de nombreuses soirées chez Babic, Reinhardt, dont j'étais très proche, mais on écoutait de la musique, on mangeait, on dînait, c'était des ripailles, quoi, comme on dit. Et puis, et donc on écoutait de la musique, mais chez lui, mais on écoutait,
comment ça s'appelle, Brother to Brother. Et Gino Vanelli. Ah oui, d'accord. On écoutait Gino Gino Vanelli, Vanelli. d'accord. On écoutait de la musique comme ça, quoi. D'accord. Ou de la musique brésilienne. Mais on n'écoutait pas. De Django. Non. D'accord. Voilà. Et Babik, tu l'as rencontré à quelle occasion? À ton arrivée à Paris ou plus tard? Peu de temps après. D'accord. Je crois que ça a dû se passer aux Trois Maillets. Je jouais dans ce club qui s'appelle les Trois Maillets. Je ne sais pas s'il existe toujours. Ouais, ouais. Enfin, jusqu'avant le confinement, en tout cas, il existait. Ouais. Ouais. Et puis on s'est connus comme ça. Voilà. Ensuite, il a toujours été très proche des Gitanes, lui. Les Gitanes, Babik. Et puis de ouais. mon frère. Il était copain avec mon frère aussi. D'accord. Voilà. C'est à l'époque où je jouais avec Arvanitas en trio. Hein. Ou un peu après, mais pas longtemps après. Oui. D'accord. Alors tu arrives à Paris en 71, et puis avant de dérouler un peu ta discographie, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, on parlait du prix Django Reinhardt que tu as eu en 1975, oui. Hein, c'est ça. Donc dis donc, ça a été vite, 1971 tu arrives à Paris, et 1975 tu as le prix Django Reinhardt. Alors en 4 ans, là, qui t'a rencontré, comment tu as fait pour accéder si vite à un prix quand même important dans le. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 71 et 75 j'ai été commandé tout de suite dans le milieu des musiciens de jazz, quoi, de l'époque. Les musiciens français ou américains résidant à Paris, quoi, mais dans le milieu des jazzmen. Et puis là, je jouais régulièrement, je jouais beaucoup, hein. Je jouais beaucoup de jazz quand même avec différents groupes, différents musiciens de jazz. Et puis, je sais pas, l'Académie du jazz s'est réunie, comme ils se réunissent tout le temps, encore aujourd'hui. Et puis, ils votent, et puis j'ai été choisi, quoi, voilà. Mais j'ai pas de... Mais c'était à l'issue d'un album que tu avais déjà fait, ou comment tu te rappelles plus? Je sais pas si c'est à l'issue d'un album, non. Non, je crois pas. Je crois que c'est en général. Ça vient récompenser le musicien de jazz de l'année pour son activité sur l'année, quoi. Donc tu avais déjà une visibilité dans les clubs à l'époque. Oui. Tu commençais à jouer en tant que soliste, avec sous ton nom, etc. quoi. Oui, je jouais déjà, oui. Quel a été le premier musicien vraiment qui t'a influencé, guidé à Paris, que tu retiens de cette époque, à partir de 1971 jusqu'à 1975? Là, si tu devais citer un musicien parisien, enfin un musicien que tu côtoyais à l'époque, avec qui tu as joué, quelle est la personne qui t'a le plus influencé, ou quelles sont les personnes qui t'ont le plus influencé à cette époque, enfin, avec qui tu as coopéré, enfin, avec qui tu as fait des choses, disons? J'ai commencé à jouer avec Eddie Lewis, donc avec une personnalité très forte, musicalement et humainement. Et donc lui, bien sûr lui, mais d'autres hein, aussi. Bon, il y avait toute cette génération, Michel Gralier, il y avait Aldo Romano, tous ces gens-là avec qui je me suis intégré, et puis Steve Potts, et puis il y avait quelques musiciens américains, ceux qui étaient là. Alors, je me rappelle de tes duos avec Michel Gralier dans les clubs parisiens, et c'était une musique déjà très très personnelle. C'était des compositions, souvent, vous jouez des standards, mais enfin, tu essayais déjà d'amener vraiment ta musique, ta patte, tes compositions. Oui, mais ça c'était l'époque un peu qui voulait ça. Enfin, quand on était, comme disait Christophe, il y avait une certaine mode, par exemple le jazz manouche qu'on appelle aujourd'hui, mais ça n'existait pas encore, enfin en tant que mode, quoi, reconnu comme tel, et donc c'était une époque où les années 70, là, oui. Oui, c'était pas très bien vu de jouer les standards, finalement. Voilà. C'était pas très bien, c'est ce que j'allais dire, oui. C'était pas très bien vu de jouer des standards, quoi. Parce qu'on était encore pas très loin de l'après 68, là, pour le meilleur et pour le pire, mais... L'époque du free, dans les amphis. Alors, voilà, il y avait cette espèce de révolutionnaire, là,
qui influençait la musique et les musiciens de l'époque. Et donc, il y avait des choses il y avait le free jazz et il y avait on appelle ça aujourd'hui les créations, je sais pas, en musique ou je ne sais quoi. Et donc, bien sûr on suivait le train, le mouvement, quoi, de cette époque-là. C'est une des explications, je crois. Mais au fond, toi, est-ce que ta sensibilité musicale allait vraiment dans ces courants-là? Ou toi, tu étais plutôt quelqu'un qui aimait le bop, le standard, et qui s'est adapté par la nécessité du métier? Je ne sais même pas si on se posait ces questions. J'avais pas tellement conscience de ça. Fallait jouer et tu faisais ce qu'il fallait pour le faire. J'allais jouer, j'avais pas tellement conscience de ça. D'accord. La prise de conscience de ça, si tu veux, est venue plus tard, quoi. D'accord. Plus tard, oui, mais pas à ce moment-là. Ok. Alors en 76, tu fais un disque avec Jean-Charles Capon, avec qui tu as beaucoup joué. Tu peux nous en parler un peu de ton binôme avec Jean-Charles Capon? Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble? C'était quelque part pour retrouver un peu ce son guitare, corde, enfin instrument archer, un peu comme Django et Grappelli, ou pas du tout? Ou c'était... Non, c'était pas tellement une recherche par rapport à ça, quoi, par rapport à des cordes, plus ou moins, quoi. Mais peut-être que Jean-Charles il y avait peut-être plus pensé, plus référence à ça. Mais moi, non, pas tellement, non. Bon, c'était l'époque des duos. Il fallait les endroits où on jouait n'engageaient pas de batteur parce que c'est à cause du bruit. Ça commençait déjà à cette époque-là, ces questions-là? Oui, ça commençait un peu, quoi, à cette époque-là. D'accord. Et donc, il y avait des duos. J'ai joué en duo avec des bassistes. J'ai joué en duo avec Jean-Charles Capon. J'ai joué en duo avec Michel Gralier ou avec Alain Jean-Marie. Des choses comme ça. D'accord. Okay. C'était plus toujours les nécessités du métier, finalement. Oui. Qui poussait à prendre des décisions dans un sens ou dans un autre, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, okay. Oui. Et puis ça nous obligeait après, puisque on était confrontés à ça, on faisait avec, quoi. Et puis on jouait en duo, voilà, avec ce qui se passait. Et l'album Gusti, justement, avec Capon, c'est juste une petite parenthèse, c'est une référence à Gusti Mala, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, parce que j'ai repris une des compositions que j'avais un peu transformée, mais qui était une composition de Gusti Mala, oui. D'accord. Donc tu fais partie de la même... Enfin, vous êtes de la même famille, en fait. Oui, c'était un grand-oncle à moi. D'accord. C'était un oncle à mon père. Et que tu as connu aussi? Je l'ai rencontré. Ouais. Il jouait toujours? Non, c'était un peu à la fin de sa vie, mais je l'avais rencontré dans un bistrot à Paris, que fréquentaient les gitanes, quoi. Et il était là en train de... Ah, j'ai joué avec lui. Puisqu'il était là dans ce bistrot, lui, il jouait aux cartes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis moi, j'avais quoi, peut-être 14 ans, quoi. Et moi, je voulais jouer avec les gens qui étaient là, quoi, tu vois. Donc, je me posais pas de questions à savoir si ça allait les emmerder ou pas. Et donc, mais il était tellement gentil. Mais il y avait une guitare là, et puis il a joué avec moi. Je sais plus ce qu'on a joué, un standard. Et puis, il y avait son fils qui était là, et puis et puis il disait à son père, parce que son père, il m'accompagnait, moi je jouais, j'étais parti. Et puis son père m'accompagnait, Gusti, donc avec ce qu'il entendait, mais il entendait bien. Et son fils lui disait, c'est un fox, c'est un fox. Foxtrot, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on disait pour le jazz. C'est comme ça qu'on disait pour le jazz. Et il disait à son père, c'est un fox. Parce que l'autre devait hésiter. Oui. Voilà. 78 avec John Lewis et Charlie Haden. Donc là, j'ai l'impression qu'on monte d'un cran au niveau des personnalités musicales. Je ne sais pas si tu veux... Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 76, c'est dans la sphère parisienne des musiciens parisiens. Oui. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché après parce que là, oui, comme dit Christophe,
Eh ben, d'un cran. avec Charlie Haden, par exemple. Bah, John Lewis et Charlie Haden, c'est la même année, je crois, 2 disques en Ben, avec 78. Charlie Haden, il jouait solo. C'était dans un club parisien qui n'existe plus aujourd'hui. C'était pas la Chapelle des Lombards, je crois, peut-être. Enfin, des endroits comme ça. Et il jouait tout seul, contrebasse. Alors, Aldo Romano, qui le connaissait personnellement, m'a emmené là-bas. Et puis j'avais ma guitare avec moi, parce que je venais peut-être de répéter quelque part. Et donc, comme j'avais ma guitare, Aldo Romano m'a présenté à lui, et lui, Charlie Haden, il m'a demandé de venir jouer avec lui, quoi. Puisqu'il jouait tout seul, il était en solo. Et donc j'ai joué avec lui. J'avais une guitare acoustique, je me rappelle, je crois. Et puis... Tu joues avec et il te propose de faire un disque le lendemain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Et d'ailleurs, il a voulu... il a choisi d'enregistrer des... C'est pour ça que ça s'appelait Gitane aussi. Des morceaux de Django qui sont dans cet album, quoi. Parce il était comme presque... Lui, mais presque tous les musiciens américains adorent Django Reinhardt, quoi. Tous, hein. Et lui aussi. Charlie Haden, c'est un musicien qui a toujours été curieux de la musique et du jazz, de la musique en général et du jazz. Il a toujours été curieux de rencontres comme ça avec des gens et avec des univers musicaux qui ne sont pas forcément les siens, quoi. Mais ça, on le sait, hein, Charlie Haden, il a participé il n'y a qu'à regarder sa discographie et voir auquel il a participé, quoi, pour voir cette espèce d'éclectisme qu'il a, quoi. D'accord. Voilà. John Lewis, tu l'as rencontré à Paris aussi? Non, John Lewis, je l'ai rencontré au Festival de Nice. D'accord. C'était l'époque où le concept du Festival de Nice, c'était de réunir des musiciens qui n'avaient jamais joué ensemble ou qui n'avaient pas répété ensemble. C'était la jam, c'était le bœuf, quoi. Comme ça. Et donc, je me suis trouvé sur scène pour une des sessions avec différents musiciens et John Lewis. Et puis, John Lewis, pareil, même chose. John Lewis avait la possibilité. Ça s'est passé dans le sud, dans un studio dans le sud. C'était, je ne sais pas si vers Marseille, le studio de Jacques Loussier. Et donc, on a enregistré là. Il m'a demandé de participer. C'était un quartet. Donc, il y avait lui, leader, pianiste. Il y avait Georges Duvivier à la basse. Il y avait Oliver Jackson à la batterie et moi. J'étais très impressionné. Je me souviens, en allant au studio. Et qu'est-ce que vous jouiez alors? Il y avait, on a joué la ronde, une des compositions de John Lewis qu'il enregistre régulièrement sur différents albums. Et puis d'autres titres, Mirjana, je crois. Des originaux en fait. Comment? Pas des standards, des originaux. Des originaux. Parce que moi, il y avait peut-être un seul standard, mais je suis pas sûr. Ça avait l'air assez facile de faire des disques en fait à l'époque, non? Si on se fie le fait d'enregistrer avec Charlie Haden le lendemain de votre rencontre, John Lewis quelques temps après, c'est comparé à aujourd'hui où faire un disque c'est vraiment tout un c'est quelque chose d'assez fastidieux là. Ça devait être plus facile, oui. D'accord. Sûrement. Et malgré ça, vous enregistriez des originaux, ce qui est d'autant plus étrange en fait que. Oui. Non, mais c'était un choix de la maison de disques. La maison de disques, c'était Black and Blue, je crois. Ah oui, d'accord. Ok. Et ensuite, j'ai fait un deuxième disque des années plus tard à Paris, enregistré à Paris, toujours avec John Lewis, sur de ses compositions aussi. Et là, il y a Daniel Humer, et il y a Pierre Michaud, je crois, oui. Et puis, il y a le fils de John Lewis, qui jouait du saxophone alto. Et puis il y a moi, puis je crois que c'est un quintet voilà. On peut reprendre la chronologie, Gilles, si tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, moi, je vois sur ma fiche Swing String System de Didier Levalet. Il y a Albiculaz, j'aimerais bien que tu me parles d'Albiculaz. Oui. J'ai joué beaucoup avec lui, avec Albi. J'ai beaucoup joué avec lui là, dans différentes formations, en duo.
J'ai joué en quartet aussi, différentes occasions, avec Georges Arvanitas, Albiculaz, Philippe Combel. Et puis il a joué dans mon album aussi le octet, là. Voilà, c'était un ami, hein. Et puis un bassiste avec qui j'ai joué régulièrement. Et donc, ensuite, Swing String System, c'était Levalet, ça. C'était Didier Levalet. Sa musique, ses arrangements. Avec Didier Lockwood. Avec Didier Lockwood, qui était fraîchement arrivé à Paris, quoi. D'accord. Que j'ai connu vraiment quand il a commencé à jouer à Paris, dans ce contexte-là, et d'autres contextes aussi, parce que j'ai beaucoup joué avec Didier aussi. Oui. Oui. Même en duo un peu. Ah oui, plus tard aussi avec Philippe notamment, bien sûr. Et puis plus tard, en 1984, Philippe Catherine. à la suite de l'album qu'on a enregistré, on a fait une tournée qui a duré 1 an. Avec Philippe Catherine. Donc, avec Philippe Catherine. en trio. Je voulais juste avoir ta sensation de ce qui s'est passé musicalement à l'époque, parce qu'il y avait, j'ai l'impression, hein, mais tu me diras si je me trompe, à partir de la fin des années 70, début des années 80, il y a eu quand même un peu, je dirais, un peu une scission entre certains musiciens dans le jazz français, certains qui avaient une démarche un peu plus radicale. Je pense à Michel Portal, on parlait de Bernard Lubat tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut les associer au free jazz américain, mais en tout cas, voilà, ils étaient un petit peu plus radicaux dans leur démarche. Oui. Et puis, il y avait des musiciens qui ont choisi une voix peut-être plus, je sais pas, plus mélodique, entre guillemets, comme Didier Lockwood. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Comment tu t'es situé? Est-ce que tu as ressenti cette fracture ou pas du tout? Ou tu jouais avec les uns, les autres? Ben moi, Daniel Humer, par exemple. Cette scission-là dont tu parles était bienvenue. Je ne sais pas si on peut dire bienvenue, mais oui, dans le sens où moi, je suis retourné à jouer une musique, la musique de jazz qui était au fond de moi-même, celle que j'avais envie de jouer depuis toujours, quoi. Pour moi, les années 70, ça, ont été de cette époque free, là, cette mode de free jazz, ça a été une parenthèse pour moi, je dirais. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de jouer au fond de moi. Voilà. J'avais plus envie de jouer ce qui s'est passé après avec un pianiste comme Michel Gralier ou mes différentes formations, mes quartets ou des choses comme ça, quoi. C'était plus ce qui correspondait à ce que j'avais envie de jouer. Et donc, McLaughlin, quand même, comment ça s'est passé? Alors, McLaughlin, c'était en 1980. Comment la rencontre, comment... Eh bien, il m'a téléphoné, parce qu'il vivait à Paris à ce moment-là. Et puis, le téléphone a sonné un jour chez moi, et puis il m'a demandé, il voulait faire un duo. Donc, il m'a demandé si je voulais participer avec lui à ce duo. Donc, c'est avec lui que je suis allé jouer aux États-Unis pour la première fois, au Japon, en Amérique du Sud. Voilà, quoi, ça m'a mis sur un plan artistique plus international, disons. Puis là, tu étais au top niveau en termes de guitare pour l'époque, c'était quand même le top oui, niveau. Oui, c'était. Parce qu'il avait une grosse carrière déjà à l'époque, lui, non? Il était déjà très. Oui, le programme était pas facile, hein, c'était difficile à jouer. Alors, qui amenait la musique? C'était ses compositions. C'était ses compositions. Oui, ou alors quelques compositions. Mais, je suis en train de rêver. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres compositions qui n'étaient. Je ne suis pas sûr. C'était tout des. Comme Meeting of the Spirit ou Guardian Angels et puis d'autres compositions, mais un blues qu'il avait composé. Enfin. Si, oui. Il y avait Goodbye Porcupine Hat, qui n'est pas de lui, et il y avait une composition d'Hermeto Pasquale. Nerum Talvez. Et c'était un répertoire difficile pour toi ou comment tu as... Oui, quand même, oui.
Et est-ce qu'il a été cool avec toi par rapport à ça? Oui. Est-ce qu'il était vraiment à essayer d'aller dans le sens de la musique, de te faire intégrer justement cette musique plus rapidement? Ah ben Ou oui, il y avait... oui, mais c'était comment il y avait une exigence, il avait une exigence hein, quand même. C'est pas, voilà. Mais moi de mon côté, ça me pas dérangé moi ça, parce que ça fait partie de de mon caractère aussi. J'aime assez. Je suis plutôt tenté de relever les challenges, comme on dit, quoi. Tu vois, c'est pas je je baisse pas les bras facilement quoi en musique, même s'il y a des choses difficiles, j'essaye de le faire, de le réaliser. Et donc c'est comme ça un peu que ça s'est passé avec lui quoi. D'accord. Voilà. Et le duo de guitare, en fait, vous l'avez perçu comment? Parce qu'il n'y a pas eu de concurrence, enfin des trucs un peu qui peuvent arriver quand on joue le même instrument et qu'on est de face à face, quoi. Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça vous a poussé chacun l'un et l'autre à dépasser vos limites? Ou est-ce que ça a été un peu... Oui, Ou la collaboration strictement musicale, ça a été bénéfique pour vous deux ou... disons qu'on n'était pas dans la même position. Lui, c'était quand même déjà une star internationale. Et donc, il avait sa position, lui, mais on a voyagé ensemble, on a fait. Et donc, il y a des moments, il y avait les moments sur scène, mais il y avait des moments aussi en dehors de la scène, quoi. Ça a été une expérience importante pour moi, Ah, j'imagine, sur ouais. tous les plans. Une expérience importante musicalement et aussi humainement. Ça m'a fait prendre conscience quand même de certaines choses, certaines réalités que j'ignorais, quoi. Là où j'en étais, moi, à ce moment-là, en France, un peu en Europe, mais en France et puis dans le milieu musical parisien, bon, c'était facile, beaucoup plus facile. Et là, tout d'un coup, ça devenait autre chose, plus difficile. Le programme qu'il y avait à jouer, moi je me rappelle, on a joué au grand festival au Brésil, tous les deux sur la scène, et il y avait au premier rang, il y avait Weather Report, Joseph Vinul, Wayne Shorter, ils étaient là, Jaco Pastorius, ils écoutaient le concert, quoi. Bon, donc c'est des expériences. Ah oui, j'imagine, ouais. C'est des baptêmes de feu un peu. C'est des expériences, voilà. Alors donc, ça m'a appris ça. Et puis, je parlais pas anglais, donc il y avait la langue. Il fallait voyager, j'ai pris l'avion tout seul des fois, pour rentrer d'un endroit où lui restait, où moi je rentrais. Et puis, enfin, c'était un autre monde, quoi. Puis des souvenirs quand même marquants. Là, pour aller au Brésil, par exemple. Bon, on a pris c'était en Concorde, c'était l'avion Concorde, des choses comme ça. Alors je dis ça, mais pour moi, prendre le Concorde, j'en fais pas un point culminant. Mais quand même, dans l'histoire de l'aviation française. J'en fais pas un point culminant, mais Ah ben on pourra plus, parce on pourra plus le faire. Hein. On ne peut plus le faire. Oui, mais voilà quoi, des choses comme ça. Et alors, avant de le rencontrer, est-ce que c'était de la musique que tu écoutais? Est-ce que tu connaissais la musique de John Ah oui, McAfee? oui, je connais, oui. D'accord. Oui, mais c'était. Et avec cette expérience, qu'est-ce que tu retiens en fait de lui en tant que guitariste? Quelle est sa grande force? Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui? Et qu'est-ce qui t'a fait progresser? Qu'est-ce que tu en as tiré toi, sur le plan technique de la guitare quand même, hein, c'était un virtuose quoi. Mais pas tellement dans le langage du jazz. Mais c'est un virtuose de l'instrument, sans aucun doute. Et rythmiquement? Rythmiquement, oui aussi, oui.
oui, c'est très fort rythmiquement. Mais Donc tu sentais que tu pouvais quand même tirer ton épingle du jeu avec ton style, tu pouvais oui, apporter des choses oui. différentes. Ah oui, bien sûr, oui. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi, hein. Avant de me téléphoner, il savait bien comme je jouais, quoi. Et Bien sûr. il m'a pas appelé par hasard, Oui, quoi. oui, oui. Et voilà. Donc, c'est une expérience importante, oui, sur tous les plans. Alors ça ouvre les portes, puisque je me rappelle d'un grand échiquier qui était vraiment l'émission Ah, voilà, oui. musicale je veux dire, Voilà, la oui. plus médiatisée. Enfin, je Ah parle oui, des moi, émissions. ça m'a aidé, oui, dans ma carrière, disons le mot carrière. Et oui, Donc dans cette émission, il y avait Stéphane Grappelli, peut-être qu'on oui, pourrait en parler d'ailleurs de Stéphane Grappelli quand même. oui, Larry Coriel, Philippe Catherine évidemment, dont on a voilà. évoqué tout à l'heure. Et donc tous ces gens-là, toi tu les as connus à ce moment-là. Grappelli, tu l'avais rencontré avant déjà, Stéphane Grappelli ou pas? Avant le grand échiquier, là, je suis pas sûr, je crois que ça doit être la première fois, oui. Je crois que c'est la première fois. Mais c'est vraiment, c'est l'époque, l'année 80, là, C'est un où j'ai tournant. rencontré Grappelli, quoi. D'accord. Parce après j'ai joué, pas beaucoup, mais j'ai joué un peu avec lui par la suite, dans les années qui ont su pas, 82, 83 peut-être. Et Stéphane Grappelli, j'avais fait un concert avec lui en banlieue de Paris, je ne sais plus où, dans une grande salle. Et ils m'ont téléphoné, un de ses guitaristes ne pouvait pas venir d'Angleterre, je crois que c'était Disley, Disley, ouais. enfin, ou l'un ou l'autre, enfin, il y en avait un autre. Et donc je suis allé l'après-midi, vite fait, rue de Dunkerque, là où il habitait. Et puis, bon, on va jouer ça. Oui, House of the Moon, oui. Alors dans House of the Moon, hein, tu fais des breaks, tu marques le premier temps de chaque mesure. Moi, je fais mon solo et boum, chaque changement de mesure, tu marques le premier temps. Et moi, le soir arrivé au concert, j'ai oublié de faire ça et je l'ai laissé complètement tout seul. Je n'ai pas marqué les premiers temps, chaque mesure. J'ai oublié. Et comment il l'a vécu? Après, à la fin du concert, il m'a dit: Ah, mon petit, parce que c'est toujours mon petit, lui, avec lui, c'était: Ah, mon petit, tu m'as laissé seul, j'étais dérouté. Il m'a dit ça. Mais il n'a pas été fâché parce qu'il avait une réputation d'être Non, assez exigeant. mais c'est lui qui avait raison, hein, c'est pas Oui, moi. oui. Hein, ben oui. Et puis je l'ai raccompagné donc chez lui, tu vois. Et puis on est passé avenue de Clichy, là où il y avait l'académie de billard, tu vois. Puis il m'a dit en passant, il m'a dit: Tu vois là, Django, il a laissé une fortune là, parce qu'il il jouait au billard, Django, puis il jouait de l'argent. Là. Et puis je l'ai déposé en bas de chez lui. Et il m'a dit: Bon, écoute, mon petit, téléphone à mon agent, Chouinard, téléphone à mon agent demain parce que je voudrais faire un trio avec une guitare et une contrebasse. Alors, oui, bon, je l'ai déposé, je suis parti et je n'ai pas téléphoné à Chouinard, moi. Et c'est Marc Fossé C'est Marc Fossé qui a pris la fait place. tout ce qu'il a fait en trio avec un bassiste et Stéphane Grappelli. D'accord. Mais Stéphane m'avait demandé d'appeler pour le faire. Donc c'est ce qui arrive dans le métier, quoi. Voilà. J'ai toujours eu un caractère un peu spécial. Enfin, Tu n'aurais pas fait la carrière que tu as fait si tu étais rentré chez Grappelli. voilà, parce que Marc, après, a arrêté sa carrière. peut-être, oui. Je me voyais pas faire entre parenthèses, ce que Marc Fossé a fait très bien. Oui, bien sûr. Je discute pas de ça. Mais enfin, moi, je n'ai pas voulu le faire. Voilà. Et donc, tu évoquais cette émission, Gilles, pour parler des guitaristes. Donc, il y Oui, avait des guitaristes Coriel. comme Larry Coriel, Philippe Catherine, avec qui après tu as Oui. joué, on en reparlera après peut-être. Oui. Un mot peut-être sur Larry Coriel, si tu as envie. Avec Larry Coriel, je me suis. Je peux dire que c'était un copain, quoi. Oui, je me suis très bien entendu avec lui, parce que c'est un type humainement plutôt chaleureux, quoi.
Comme guitariste aussi, je le respecte. Hein. Et puis, mais humainement aussi. Et donc, par la suite, on a rejoué ensemble. Une grande star aux États-Unis, en fait. Oui. On le perçoit moins en France, mais c'est vraiment un. Larry Coryell. Larry Coryell est oui, très, oui. très, très connu aux États-Unis Oui, comme oui, guitariste. oui. Et Philippe Catherine, tu le connaissais avant cette émission? Alors, Philippe Catherine, oui, je le connaissais avant cette émission, puisque je l'ai connu à Paris quand il est venu jouer à Paris, tu vois. Votre duo avec Philippe Catherine, c'était un très très bon duo. Oui, on a joué pas mal en duo. Vous avez pas mal joué, et la musique était bien, je me rappelle. C'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait des disques en duo, je suis pas sûr. Non. Ouais. Il n'y a pas eu de disque de fait en duo, non. Parce que lui aussi avait cette culture Django aussi. À sa manière, mais il connaissait bien. Philippe Catherine. Philippe, ouais. Ah oui. Un grand fan de Django, et puis il connaît très bien la musique de Django. D'ailleurs, Mingus l'appelait Young Django. Oui. Charlie Mingus. Oui. Et là, pareil, pour la musique, c'était vraiment l'un ou l'autre qui composait, ou comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des compositions originales? Peut-être pas tant que ça. C'était plutôt des standards. Oui, plutôt, je crois. Je crois me souvenir. Il jouait à l'époque avec Chet, donc je pense qu'il jouait pas mal de standards aussi à cette époque-là. Eh bien, lui, quand la tournée avec Didier Lecoud, là, ce trio a arrêté, il a tout de suite commencé à jouer avec Chet Baker, parce que Chet Baker lui avait demandé où il y avait eu quelque chose qui s'était passé, qui a fait qu'il a enchaîné tout de suite avec Chet Baker. En tout cas, pour revenir à cette période, c'était un peu la période des guitares acoustiques, notamment les piezo. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que ça a été vraiment inventé, les guitares piezo, comme les ovations, tous ces guitares-là, parce que ça n'existe pas avant. Dans les années 60, ça n'existait pas. Oui. Mais je crois que Larry Coryell y est pour beaucoup. Hein. C'est beaucoup lui. Larry Coryell, plus que McLaughlin, enfin... Oui, un peu plus, oui. Ouais. Et toi, naturellement, tu t'es acheté une ovation? Oui, j'en avais une. Je me souviens, j'en ai acheté une à l'époque pour faire cette tournée avec Didier Lecoud et Philippe Catherine. Quoi. Et j'ai joué avec cette guitare. Avec John McLaughlin, tu avais joué aussi avec la... Non, j'avais une guitare acoustique, mais une Martin que j'avais achetée à New York. Et est-ce que le fameux trio, donc avec Paco de Lucia, McLaughlin et Aldi Meola, qui est en 80, juste à la fin qu'il arrête de jouer avec moi en duo. D'accord. Et est-ce que ça a changé un peu le regard sur la... Enfin, est-ce que ça a changé le regard sur la guitare? Est-ce que les guitaristes, en fait, qui étaient en place à l'époque, comme toi, comme Philippe, est-ce que ça vous a bouleversé ou ça vous a inspiré? Ce trio-là qu'ils ont fait? Est-ce que ça a quelque part mis, entre guillemets, le niveau technique plus haut et ça a changé un peu la donne pour les guitaristes? Ou finalement pas du tout? Non, parce que, comment dirais-je, c'était déjà, avant que ce trio-là n'existe, la tendance musicale au point de vue guitare était déjà là. D'accord, ok. Ça n'a pas changé grand-chose en fait, quoi. D'accord. Non. Ok. Alors pour rester dans les années 80, je fais une petite digression, mais il y a un autre musicien, manouche ou gitan d'ailleurs, je ne sais pas, tu me diras, mais en tout cas qui était aussi influencé par la musique espagnole, Rafael Faiz, qui commençait à émerger. Est-ce que tu l'as croisé? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu connais Rafael? Mais on n'a pas joué ensemble, jamais. Mais on se connaît, bien sûr. Mais il était... Quel guitariste, hein. Alors voilà un guitariste que je cite volontiers comme un virtuose, quoi, vraiment. Alors, il a quelque chose, en fait, je trouve... il a un peu le même rapport avec toi à la musique, c'est-à-dire qu'il a échappé à là où on l'attendait, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a attendu sur le terrain de Django et lui, il a décidé de faire autre chose à un moment donné, mais il n'a pas voulu se fondre dans le moule Django. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je continue à penser qu'il n'est pas vraiment à sa place, quoi. Il devrait être plus connu qu'il ne l'est. En tout cas, Christophe, on essaiera d'aller le voir justement pour lui poser toutes ces questions. Je pense qu'il sera ravi d'y répondre parce qu'en plus c'est un chouette bonhomme. Il sera ravi d'y répondre.
Mais en tout cas, pour fermer la parenthèse, un élève en fait m'avait envoyé les photos, les copies d'un bouquin. Ouais. Alors j'ai vu, non, c'était plutôt un magazine sur la guitare. Donc c'était en 79, je crois. Ouais. Il y avait toi, mais vous n'étiez pas interviewés ensemble. Ouais. Et il y avait Raphaël. Ah oui. Et alors il y avait le type était assez finot parce qu'en fait il posait des questions assez pertinentes et je me souviens il vous avait demandé à tous les trois en fait déjà le rapport que vous aviez avec ce qu'on commençait à appeler le jazz manouche. Oui. Et tous les trois, donc vous n'étiez pas au courant de l'interview de chacun en fait, mais Oui, vous oui. avez répondu de manière, vous étiez d'accord sur le fait qu'en fait le jazz manouche n'existait pas et que Django avait sa personnalité et que la musique était quelque chose au-delà des communautés. Et je me souviens que toi tu avais dit que tu avais été un peu piquant pas envers le journaliste mais envers les journalistes et tu disais qu'en fait ça c'était un truc de journaliste. Parce qu'il fallait toujours classer les choses pour pouvoir les vendre finalement, mais que toi, en tout cas, personnellement, bien que tu aies des origines, tu t'étais jamais revendiqué à jouer du jazz manouche et que tu voulais pas t'enfermer dans un carcan en fait. Quoi. Oui, mais ça. Et Raphaël et les frères Ferré avaient le même discours en fait, chacun avec ses mots en fait. Ouais. Et je trouvais ça assez pertinent que les représentants de cette musique, ça va être en 79 ou 80, étaient d'accord en tout cas sur ce point-là qui est assez crucial. Ben oui, c'est pas très étonnant, oui. Des autres aussi, quoi. Oui, pourquoi pas. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Voilà, maintenant c'est là. Et puis, il reste quand même de ça, comment dirais-je, pour voir le côté un peu positif de ça, c'est que ça permet d'entendre des guitaristes qui vraiment sont étonnants, quoi, sur le plan technique. Hein. Sur le plan technique, quoi. D'accord. Tu vois? Ça, oui, ça reste vrai. Ben, il y en a pas mal, des jeunes, hein, même des plus jeunes, quoi. Ah oui, qui jouent très bien, ouais. Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement, à l'époque, les références de ce type de musique, on va dire ça, c'était les frères Ferré, toi et Raphaël, que citait Gilles, en fait, quoi. Oui. Alors, on reviendra peut-être sur les trios gitans par la suite. Je voulais juste terminer avec, pour les années 80, avec quelques rencontres moi qui m'ont frappé, parce que je t'ai vu en concert à l'époque, avec le grand big band de Martial Solal, hein, où tu avais comment on appelle ça, une cadence qui m'avait un peu impressionné. Alors je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là, mais en tout cas moi j'avais trouvé ça assez incroyable et en tant que guitariste je me mettais à ta place et je me dis que c'est quand même un grand moment de solitude. Tu joues avec un big band, le big band s'arrête et voilà, cadence pendant, je sais pas, 10-15 minutes je crois, hein. Tu étais tout seul à la guitare. Tu avais préparé ce truc-là ou tu t'improvisais complètement ou non, c'était pas préparé, non. C'était improvisé. Oui, c'était improvisé, oui. Mais comme j'avais toute la liberté, j'avais plusieurs choses. J'avais la liberté de jouer ce que je voulais, déjà au point de vue harmonique, hein, au point de vue cadre, quoi. Déjà d'une part, et puis j'avais un autre avantage, c'est que à l'âge où j'avais, il y avait l'énergie. Alors bon, voilà. Il y a le physique, hein. Ça joue, hein. Surtout dans des situations comme ça, quoi. Et puis c'était une époque en général où la musique de jazz demandait quand même cette espèce de virtuosité, quoi, là, quoi, tu vois. Je dis ça parce que l'expérience des guitaristes avec les big bands, finalement, ça reste toujours très très difficile. Et quand on repense même à Django, qui l'a beaucoup fait, hein, qui a beaucoup joué en big band, en plus à la guitare acoustique à l'époque, on se demande même comment il a réussi, il réussissait même à s'entendre jouer, parce que avec une guitare acoustique c'est assez incroyable. Oui. Et malgré tout, il en sortait des choses absolument admirables, des solos admirables. Et Wes Montgomery aussi, qui a joué aussi en grande formation. Oui. Mais à part ces deux-là, c'est vrai que c'est difficile de jouer en big band. Pour un guitariste, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. C'est assez difficile, oui. Et Martial Solal, cette expérience avec Martial Solal, ça s'est passé j'ai un très bon souvenir de lui, mais lui, je dirais
peut dire presque que c'est un ami, quoi, presque. Tu vois, parce qu'il est, autant il est très, musicalement, il est très fort en musique, mais il a un caractère d'une grande bienveillance, de bonté et de bienveillance, quoi, tu vois. Et donc, voilà, que dire de lui sur le plan musical et sur le plan humain aussi, quoi. Il est vraiment un personnage incroyable, quoi. Il est... moi, de jouer avec lui à cette époque-là aussi, je me rendais moins compte, je me rendais pas compte, pas conscience que je ne pourrais l'avoir aujourd'hui avec le recul du temps, quoi, tu vois. Avec l'âge, on prend plus conscience de certaines choses. Moi, le fait d'aller jouer avec Martial Solal, bon, oui, je savais que c'était une pointure, mais pas tant que ça, quoi. Puis tu jouais beaucoup en plus à l'époque, donc j'imagine que les choses s'enchaînaient Peut-être, oui. sans avoir le temps de trop y réfléchir. Peut-être. Je vais amener un truc, je crois que j'avais été répété chez lui, et j'avais amené une... Qu'est-ce que c'était que j'avais... Je me demande si c'était pas une composition de Bill Evans. Il faut le faire. Alors il aurait pu me dire tout de suite non, je ne veux pas jouer une composition de Bill Evans, je veux pas, pour X raisons qu'il aurait pu invoquer, mais non, pas du tout. Il a regardé, il a joué un petit peu cette composition, mais c'était pour me faire plaisir. Et puis on l'a pas joué, quoi. Tu vois, bizarre. Bah, il y a tout Stillman, si je vois dans la liste oui, après. Il a joué dans mon disque, oui, dans un de mes disques. En 82, c'est ça, ouais. Oui. Et alors, comment il était? Un personnage charmant ou plutôt... Non, charmant. Oui, tout ça. Ah, vraiment, oui. Bon, formidable comme personnage, comme homme. Tous les grands musiciens que j'ai rencontrés, en principe, sauf exception, sont, humainement parlant, ce sont des gens bien, quoi. Non, j'essaie de réfléchir. Sauf quand ils ne sont pas, alors peut-être dans un état second. Par exemple, je sais que Stan Getz, par exemple, était un homme charmant et tout, mais s'il était sous l'emprise de différents produits, ou même l'alcool, il changeait, quoi. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est vrai. Il changeait de personnalité, et là, ça devait... Tu dis dans une interview qu'il aimait bien que tu lui joues Nuage. Tu l'as côtoyé, Stan Oui. Getz? Oui, parce qu'il savait que j'étais gitane, oui. Et tu l'as côtoyé, donc? Stan Getz, oui. Ah oui. Je l'ai côtoyé, oui. Mais j'avais un bon rapport avec lui. Il était... Et Johnny Griffin? Il habitait pas très loin, non, d'ici, Johnny Griffin. Qui ça? Johnny Griffin. Ah ben Johnny Griffin, il habitait pas loin, oui. C'est ça, ouais. Dans le Poitou, oui. T'as joué avec lui? Oui. C'est aussi quel monument, quoi. Ah, formidable aussi, oui. Pareil, un homme aussi de qualité. Mais quelque part, les musiciens de ta génération, vous avez eu cette chance que la France ou Paris attirait les musiciens américains. Oui. Vous avez pu les côtoyer assez facilement, d'autant plus qu'il y avait des clubs. Oui. Sans toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui, notamment avec les cigarettes, les contrôles d'alcool et tout. Oui, enfin, il y avait vraiment un environnement qui favorisait d'une part les rencontres musicales et la production de musique, en fait, quoi. Oui. Comparé à maintenant, où finalement il y a peu de clubs à Paris, où tout est très... comment dire, il y a un protocole, il y a 2 sets, l'entrée est chère, et puis après, une fois que c'est fini, tout le monde au lit, quoi. Ouais. Donc il y avait vraiment un terreau propice aussi à une convivialité, oui. Un rapprochement qui se faisait naturellement. Gilles évoquait une anecdote que tu avais citée à propos de Dizzy. Oui. Donc, à Juan-les-Pins, c'est ça? C'est au festival de Juan-les-Pins. Autant que je m'en souvienne, c'est dans les années 80. Et alors, il y a eu une soirée, un concert autour de Dizzy Gillespie qui s'appelait, je crois, Dizzy Gillespie and Friends, et les amis, enfin bref, un peu comme une jam session, quoi.
Donc il y avait le pianiste Tété Montoliu. Il y avait deux pianistes, ils ont alterné durant le concert. Paul Bley. Il y avait Shelly Manne. J'ai oublié le nom du. Il y avait Bobby Hutcherson, vibraphoniste. Et il y avait moi. Et donc, moi, je suis arrivé à Juan-les-Pins, l'après-midi du concert. Et puis, je me suis rendu à l'endroit des concerts, à la Pinède, là. Personne, mais il était relativement tôt. Il était peut-être 4 heures de l'après-midi, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon. Puis j'ai attendu. 4h30, personne. 5h, personne. 5h30, personne, etc. 6h, personne. Je commençais un peu à avoir des sueurs froides, malgré qu'il fasse chaud. Oui. Il y avait un ampli de guitare. Je voyais qu'il y avait eu un ampli de guitare sur la scène. Bon, c'est incroyable comme histoire. 8h, personne. Et là, les portes sont ouvertes et le public est rentré. Et moi, j'étais derrière la scène, là. Et ça devait être vers 8h30. J'ai vu arriver Dizzy Gillespie, tranquille. Tété Montoliu, Bobby Hutcherson. Personne ne s'est dit un mot. Et André Francis est monté sur scène. Et il a présenté le concert. Et on est tous montés sur scène. Et on a fait un concert. T'as attendu pendant 4h30? J'ai attendu pendant 4h30, mais sans savoir ce qu'on allait jouer. T'as parlé avec personne? Pas de balance de son, pas de répétition, ni de... Et puis Dizzy Gillespie a attaqué un standard, There Were Never Been Other You. Après, il a joué Body and Soul. Après, il a joué un blues. Ce que tout le monde était capable de jouer. Et on a fait un concert comme ça qui était, autant je m'en souvienne, peut-être pas si mal que ça. D'accord. Et sur scène, c'était sympa ou c'était... Non, c'était... Normal. Ça allait, normal, rien de... Il y avait de la connivence, il y avait... Oui, ils nous regardaient pour savoir qui allait prendre le prochain solo, puis on jouait, et puis voilà. Je n'oublierai jamais ça. Ah bah tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu du trio gitan, le premier trio gitan, en 85, avec Babi Reinhardt et Boulou Ferré? Oui, bien sûr. Qui était à l'initiative du projet? Je crois que c'est Babi et moi, mais oui, je crois quand même me souvenir d'un truc, c'est que c'est arrivé donc après l'année du trio avec Philippe Catherine et Didier Lecoud. Oui, c'est... Et donc un peu dans la continuité. D'accord. Bien que ça ne soit pas un violon, c'était 3 guitares, mais c'était un peu la continuité de ce trio-là, de la formule, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a beaucoup joué aussi, il y a eu un album? Il y a eu un album, oui, bien sûr. Qui a été produit par Salani? Produit par Jean-Marie Salani, tout à fait, oui. Et il y a eu des concerts? Et puis il y a eu quelques concerts, oui. D'accord. Oui. On a même on a voyagé pas mal, un peu. En Europe de l'Est, j'ai vu des images. On est allé en Europe de l'Est, on est allé au Canada, on est allé en Afrique, et puis en France, bien sûr. D'accord. Voilà, c'était le premier trio. Premier trio gitan, oui. Oui, premier trio gitan, avec Boulou et Babi Reinhardt. Ensuite, j'ai toujours continué le trio gitan, mais avec d'autres personnes. Babi et Boulou, ça s'est arrêté avec eux, dont j'oublie les raisons. Mais donc après, j'ai fait appel à d'autres guitaristes, bien sûr, et notamment Frédéric Sylvestre, et puis Paul Chalin-Ferré. Donc le fils de Chalin-Ferré. Le fils de Chalin-Ferré, qui avait joué avec Django, oui. Et donc son fils Paul, qui vit à Toulouse et qui était, je dis qui était parce que maintenant il est en retraite, mais il était professeur au Conservatoire de Toulouse. D'accord, ça je savais pas. Donc ça a été un des trios gitans à la suite. D'accord. Et ensuite, alors pareil, ça a continué avec toujours Frédéric Sylvestre et puis
Marie-Ange Martin. Et puis ensuite, cette formule-là a changé aussi. Ça a été Jean-Baptiste Laya et David Reinhardt. Oui. Et puis ensuite, toujours Jean-Baptiste Laya, mais avec Antoine Boyer, mais pour quelques concerts, pas beaucoup. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Laya et toi-même, Christophe Astolfi. Oui, j'en suis ravi d'ailleurs. Qui est le troisième guitariste du trio Gitan. Petite parenthèse, il y a eu une autre formule, mais toujours avec, donc avec David Reinhardt et Martin Taylor pour quelques concerts. Enfin voilà l'histoire. J'espère n'oublier personne. Il y a eu Dorado, il me semble, non, avec Babic. Ah, pardon. Juste après Boulou, il y a eu Dorado, il me semble. Et il y a eu Dorado, effectivement, Dorado avec Babic Reinhardt. Il y a eu Dorado aussi, oui. Dorado. Mais Dorado, ça a été court, quoi. Ça a été très court. Alors, tu sais combien ça a produit d'albums, toute cette aventure, non c'était à chaque fois. Eh bien, donc le premier produit par Jean-Marie Cellani, là, le trio Gitan. Et puis, qui c'est qu'il y a eu? Il y en a eu un autre après, où j'avais des invités. C'était le trio Gitan, mais avec Marcel Azola pour quelques titres, et ou Birelli Lagraine pour quelques titres aussi. Ça, c'était un deuxième album. Alors, c'est quoi tes impressions quand tu joues avec Babic, le fils de Django, en fait? C'est quoi la première chose que tu fais? C'est lui demander des choses sur son père? Ah non. Il est peut-être arrivé, mais rarement, que lui me parle de l'époque où il était gamin, de son père, mais je n'en ai même pas un souvenir précis, c'est même pas sûr. Il y avait une amitié entre nous deux, oui, hein, parce que je suis parrain de sa fille. Vous aviez des affinités musicales aussi. Et puis il y avait des affinités musicales, oui, bien sûr, oui. Ah ben oui. Oui, parce que lui aussi, très vite, il a voulu se démarquer de l'influence de son père. Oui. Il n'a jamais joué sur des guitares Selmer, par exemple. Non, mais je sais que même sa mère, là, elle avait son entourage, et puis ses oncles, tout ça, avait poussé un peu dans la voie de la musique américaine, quoi, des guitaristes américains, parce qu'ils étaient très... tous les Reinhardt, d'ailleurs, ils ont toujours été très admiratifs des musiciens américains, et notamment des guitaristes aussi, quoi. Et donc Babic a été orienté tout de suite dans cette école-là, quoi. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur Internet où on voit Nanin, donc le frère à Django, et Babic à Samoa. Et pareil, le journaliste leur demande s'ils jouent de la musique manouche, et Nanin dit non, il y a du jazz américaine. Voilà, moi je la connais, cette vidéo. Petite vidéo très courte. Ouais. Alors début des années 90, on va faire un petit retour aux États-Unis, parce que tu t'es joué quand même là-bas avec du beau monde, au Village Vanguard avec les pianistes Hank Jones, et puis un peu plus tard aussi avec Lou Levy. Oui, à Los Angeles. À Los Angeles, Billy Higgins, Lou Levy. Alors dis donc, c'est quand même du beau monde tout ça. Tu as des souvenirs, tu as quelques anecdotes à nous dire là-dessus? Oui, c'était moi. Au Village Vanguard, j'étais là. Je me trouvais sur cette scène, après, à jouer, et puis à présenter les musiciens, et à dire annoncer les titres des morceaux qu'on allait jouer. J'étais à la place de Coltrane, de Miles Davis, de Wes Montgomery, de Monk, de Rollins. Au même endroit, en faisant la même chose, moi, mon rêve était réalisé, quoi. Voilà. Et Pierre Michelot avait eu plus l'occasion de faire ça, d'aller jouer avec les Américains à New York ou pas? Il est allé jouer dans d'autres circonstances, aux États-Unis, oui, et à New York aussi notamment, mais peut-être pas au Village Vanguard. C'est pas sûr au Village Vanguard, parce que lui, il a fait beaucoup de tournées dans le monde entier avec le trio de Jacques Loussier, quoi. Donc il a joué forcément à New York, mais peut-être pas au Village Vanguard. Je pense pas. Et l'accueil des Américains, du coup, d'accueillir un guitariste français, et de la part des musiciens et de la part du public? Oui, c'était...
Hank Jones, pareil, un gentleman, quoi, un homme formidable. D'accord, il n'y avait pas d'antagonisme, enfin de... Ah non, Au contraire. loin de là, D'accord. au contraire même. Au contraire, il était bienveillant, enfin oui, comme on dit bienveillant, mais je sais qu'après la répétition l'après-midi, avant de jouer le soir, le premier jour, là, bon, on est rentré à l'hôtel, donc Michelot et moi, et donc on est sorti dans le quartier, du village Vanguard, là, pour prendre un taxi, quoi, pour aller à l'hôtel. Et Hank Jones nous a suivis pour regarder. Formidable. Tout le monde ne le ferait pas, quoi, tu vois. Voilà, des histoires comme ça. Puis après, bon, ben, oui, le public aussi, oui. Le public américain, bon, mais ça, ils aimaient ce qu'on faisait. Hein. D'autres années. Ah ben oui, c'était le fonctionnement des clubs aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une première partie du concert, premier set, quoi. Et ensuite, les gens, le public est invité à sortir pour faire rentrer d'autres bien sûr. personnes. Mais tu dois le savoir peut-être. Ouais. Ou alors, il faut qu'ils payent encore. Ça a été instauré ici à Paris. Enfin, ici. Ah, ça a été, oui, instauré à Paris aussi. Oui, c'est ça, oui. Notamment au Duc de Lombard. Oui, voilà, c'est ça. Et je voudrais bien revenir sur un disque assez atypique en fait en 89 que tu avais appelé Gypsy Vals, dont on a déjà parlé, qui est un disque assez atypique dans le sens où il y a beaucoup de guitares. Donc il y avait donc Paul Chalin-Ferret, Jimmy Gourlet, Frédéric Sylvestre, donc toi. Il y avait un cello, Vincent Courtois, Bill Cubase à la basse, Billy Hart et Philippe Combel aux batteries. Oui. Et Marcel Azola à l'accordéon. Oui. C'est une fusion entre plusieurs styles, plusieurs musiciens d'univers différents, mais qui fonctionnent, quoi. Et sur un répertoire assez atypique, qui sont les valses swing. Oui, qui sont les valses de Gus Viseur, principalement, même uniquement, je crois. Tu avais fait des arrangements assez... Enfin, on en avait parlé, mais qui oui, j'avais préparé chouette, la quoi. musique pour chacun, mais bon, c'était une époque où je commençais à orchestrer, à faire des arrangements. Donc, on va dire, allez, c'est des arrangements de jeunesse. Mais ça serait aujourd'hui avec la même formation, la même formule, je réarrangerais ces morceaux-là d'une manière différente. Mais comment tu avais conçu justement, si tu veux, la palette sonore en fait, déjà avec 4 guitares? Parce que les guitares jouent toutes les 4 en fait, systématiquement en fait. Oui. C'est vraiment l'orchestre, c'est pas des intervenants, c'est vraiment un orchestre en fait. Oui. Donc, guitare, cello, accordéon. Oui, tous les 7 là, oui. Donc comment tu avais conçu ça en fait? Il y avait des parties, donc des parties harmonisées quoi, dans chaque morceau, tel qu'un arrangeur peut le faire, quoi. Et puis il y avait toujours un des 4. Je crois que Frédéric Sylvestre devait jouer de la guitare. Il avait une guitare synthé qui ajoutait pas mal d'intérêt, quand même, une couleur sonore un peu différente à l'ensemble. Il y en avait un qui faisait l'accompagnement et les autres jouaient comme si c'était un pupitre composé de différents instruments. Et pourquoi les valses alors? C'est quand même assez atypique comme répertoire. Je pense que c'était une époque où j'avais rencontré Marcel Azola et puis on parlait souvent avec Marcel, je parlais souvent de Gus Viseur, de Tony Murena, de Joe Priva, enfin toutes les générations d'accordéonistes qu'il avait connues lui, même personnellement, bien sûr, et dont il faisait partie un peu, bien qu'étant un peu plus jeune, et donc l'idée a dû venir germer comme ça de la fréquentation de Marcel, je suis sûr, je suppose. Tu as bien connu Marcel, vous étiez amis? Ah oui, très bien, oui. Vous étiez même voisins quasiment? On était voisins, vraiment, quelques kilomètres l'un de l'autre, quoi. On se voyait souvent. D'accord. Et donc, ce qui permet d'enchaîner justement sur ce sur quoi tu travailles beaucoup en ce moment, donc dont tu nous parlais hier, c'est l'arrangement. Oui. Tu as vraiment étudié entre-temps? Oui, je me suis amélioré comme arrangeur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur aujourd'hui, qui occupe beaucoup ton temps? Je me suis beaucoup intéressé, mais surtout pour petite formation à l'écriture, quoi, à la composition et à l'arrangement. Oui. D'accord.
Et c'est ce que je fais, mais déjà depuis un petit moment. Donc tu travailles ça à travers les ouvrages, des relevés? Disons que je compose à partir de pas uniquement, mais surtout à partir de mes compositions. D'accord. Et puis ah oui, non, oui, enfin, oui, il faut que j'ajoute quand même une chose, c'est que peu de temps après mon déménagement, avant mon déménagement de Paris, j'ai postulé, comme on dit, il y a eu une annonce qui est passée par l'AFDAS. Ah oui, oui, pour faire une formation. C'est les stages. Pour remettre les choses dans l'ordre, donc tu es venu à Paris en 71, mais après on a sauté un épisode quand même pour ceux qui nous écoutent. Tu es revenu maintenant à Angoulême, hein. Tu es revenu Là maintenant, je suis oui, en Charente. Voilà. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2000. 6 ans même. D'accord, 2015. Oui. D'accord, depuis 2015, tu es revenu à Angoulême, donc vivre en fait. Hein, ici, oui, on a déménagé Angoulême. pour revenir là, oui. Oui. Voilà, donc tu avais, excuse-moi, je t'ai. Et alors, avant de ma dernière période en région parisienne, j'ai répondu à l'AFDAS. J'ai déposé un dossier pour participer à une classe d'arrangement. Ah oui. Tu vois? Ouais. Une classe d'arrangement qui était donnée par un élève du Conservatoire de Paris, comment ça s'appelle? CNSM. Ah oui. Un élève du CNSM qui donnait des cours chez lui particuliers de composition et d'arrangement. Donc je me suis inscrit et puis j'ai été accepté pour faire ce stage qui a duré 1 an. Et alors, oui, petite anecdote en passant, quand j'ai reçu un coup de fil d'une personne de la responsable de l'AFDAS qui m'a dit, mais Escoudé, il m'a dit, mais c'est un homonyme, il m'a dit. Mais j'ai dit non, c'est moi. Parce qu'il s'était surpris que je participe à ce genre de truc, quoi, tu vois. Et je ne regrette pas du tout, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup appris, et ça m'a incité encore plus à arranger, quoi, à composer et arranger. Est-ce que pour toi, dans cette démarche, il y a une suite logique de l'improvisateur compositeur, improvisateur jusqu'à arrangeur? Est-ce que tu vois vraiment ça comme une nouvelle ère pour toi, ou plutôt quelque chose qui complète déjà ton bagage, hein? J'ai toujours été attiré, par la composition et par les arrangements, mais surtout la composition d'abord. Toujours. Et donc, non, c'est pas quelque chose de logique de l'un à l'autre, quoi. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. D'accord. Voilà. Gilles, tu veux ajouter des choses? En fait, il y a quand même un truc que j'aimerais bien te demander, c'est comment tu as vécu en tant que musicien l'évolution de la musique, disons, enfin l'évolution du métier de musicien entre les années, je dirais, 80, ou même peut-être avant si tu veux, mais enfin disons entre les années 80 jusqu'à nos jours, les côtés positifs ou les côtés négatifs, s'il y en a dans chaque catégorie. Et comment tu vois ça et comment tu vois ça pour l'avenir? Alors pour nous, enfin je dis pour nous, pour toi ou pour moi, mais pour les jeunes aussi, comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Tu es dans quel état d'esprit sur l'évolution de la musique et sur son avenir? Sur le métier que tu as fait toi en tant que musicien? Ben, disons que déjà, il me semble que la première chose qui vient à l'esprit, c'est le changement énorme qu'il y a eu dans la manière de faire ce métier, quoi. C'est un changement total, quoi. En peu de temps, finalement. Sur vraiment quelques années, mais pas énormément, quoi. Déjà ça. Alors, il y a eu... Ça a commencé avec des choses comme l'apparition déjà des machines. Les machines ont remplacé les musiciens, déjà d'une part. Et puis, donc ça veut dire qu'en studio, il n'y a plus de musiciens pour enregistrer des choses, de la musique, ou pratiquement pas. Enfin, dans le jazz encore, ça reste encore un peu possible, dans la musique classique aussi,
mais enfin moins quand même. Mais d'une part, et puis les lieux, les endroits, euh, les discothèques avec ça, ça remonte un peu plus loin, mais ça participe aussi de ce changement-là pas dans le bien, quoi, parce que rien ne remplacera quand même les machines sont bien, j'en utilise un peu aussi, un peu, mais seulement un peu, mais ça remplacera jamais un être humain, quoi, un musicien, devant un public dans un contexte donné comme ça. Alors déjà ça c'est un grand changement. Et puis maintenant la musique en elle-même, bon, je vais parler surtout du jazz que je connais quand même le mieux. Bon, la musique classique, évidemment j'en ai écouté et j'en écoute beaucoup, mais enfin c'est pas mon domaine vraiment là, dans lequel je m'exprime, c'est le jazz. Et là, grand changement aussi, avec une floraison là, de jeunes talents, de musiciens incroyables, quoi, aussi bien tous instruments confondus, quoi. Il y a des virtuoses vraiment qui sont vraiment surprenants, des femmes qui jouent de plus en plus dans le milieu musicien, des femmes incroyables aussi, de talent. Il y a ça, c'est le côté positif. Et puis, il y a un autre aspect qui ne concerne que moi, mais c'est que je m'ennuie souvent à écouter pas mal de ces nouvelles tendances musicales dans le jazz, quoi. Au bout d'un moment, je conçois qu'on puisse vouloir se démarquer et puis qu'on soit dans un domaine de recherche, ce qui est bien, mais le problème, c'est que les résultats, me concernant, ne m'accrochent pas, ne me plaisent pas. D'accord. Sauf peut-être exception. Il y a par exemple, je suis admiratif de certains musiciens, mais c'est surtout je dirais alors là, oui, dans les choses que j'écoute, en gros, hein, c'est pas non plus, mais je crois que je suis plus intéressé par par les musiciens américains, il me semble, par des gens comme Ambrose Akin Musher, Ambrose Akin Musher, le saxophoniste ténor Mark Turner, des gens comme ça, Bill Frisell pour citer un guitariste. Enfin, lui, c'est pas un jeune, hein. Moi, c'est pas un jeune, mais bon, mais voilà. Plus que ce qui se passe en France, mais je connais pas, j'écoute pas tout non plus ce qui se passe en France, quoi. Alors, disons que pour la plupart, enfin de ce que j'écoute, ça m'ennuie assez vite. Mais je voudrais te poser une question en fait. Bon, toi, tu as une très belle carrière, assez exceptionnelle. Mais si maintenant tu avais 20 ans, que tu partais d'ici de Charentes pour arriver à Paris, est-ce que tu penses que compte tenu des circonstances actuelles, tu pourras avoir le même genre de carrière en fait? D'une part, et d'une autre part, comment tu t'y prendrais en fait? Quelle serait ta stratégie entre guillemets, s'il devait en avoir une, pour essayer de faire carrière dans le jazz en tant que guitariste de jazz aujourd'hui en 2021? Est-ce que tu penses que par rapport au manque de clubs, au manque de lieux de diffusion, au manque d'agents, de labels dont on parlait tout à l'heure, est-ce que compte tenu de tout cet environnement, finalement, tu pourrais avoir la possibilité de faire la même carrière que tu as faite? Déjà, je ne ferai sûrement pas la même musique que déjà moi-même. J'arriverai pas là en jouant la même chose de la même manière déjà. Donc voilà. Déjà au départ, il y a ça, quoi, quand même. Et donc à partir de là, on ne peut pas envisager les circonstances du métier et les lieux de la même manière, quoi. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de club, ou très peu. Alors, est-ce que je serais tenté quand même d'essayer de jouer dans les clubs comme peut-être,
comme ce que font aujourd'hui tout le monde, ou la majorité, j'en suis pas sûr. Est-ce que j'en attendrais la même chose? C'est ça, Oui, d'accord. c'est ça ma réponse un peu. D'accord. Peut-être que j'aurais pas envie de jouer dans les clubs, peut-être. D'accord. Et peut-être que je serais, comment dirais-je, plus réceptif à ce que j'entendrais dans l'époque actuelle que je ne le suis maintenant. Bah, en tout cas, ce que tu dis est intéressant, c'est que il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'en fait, tu places vraiment l'adaptation à l'environnement Oui, avant tout. oui, Que beaucoup de jeunes musiciens, et moi j'ai fait la même erreur, on arrive sur le marché du travail en se disant, moi je veux jouer ça quoi qu'il arrive, et je veux y arriver avec ça. Alors que toi, ta démarche est différente en fait. C'est plutôt, j'arrive sur un marché, qu'est-ce qu'on est susceptible de me demander, et qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'adapter à ce marché-là. Tu vois, l'attitude n'est pas la même. En oui, fait, toi, tu n'entres pas sur le marché, entre guillemets, en confrontation. oui. Tu entres en étant ouvert à ce qui est possible. C'est-à-dire que c'est ce métier, quoi, qui a tellement changé, qui est tellement différent. Moi, il y avait faire le métier, ça, comme je l'ai fait, et d'autres, ça voulait dire avoir du boulot tout le temps, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Ouais, Et même, comment dirais-je, pas uniquement dans le jazz. ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, Ouais. des accompagnements de chanteurs Ouais. que j'ai fait. Alors peut-être que ça existe encore aujourd'hui, hein. Oui, chanteur de vedette, comme on disait. Oui, c'est ça, oui. Ça existe toujours. Bah, c'est Alors, moins développé qu'à l'époque, mais il y en a toujours. Ouais. voilà. Ouais. Je dirais que quand même, malgré tout, c'est une chance formidable de pouvoir pratiquer la musique professionnellement avec tout ce que ça comporte, mais quel que soit je dirais, quel que soit le style de musique qu'on joue, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas ordinaire. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Bien sûr, c'est pas ordinaire, d'une part. Et puis aussi, sur le plan social, ça veut dire que, de par le regard qu'a la société sur nous, musiciens, est souvent quand même un regard de surprise et d'incompréhension, quoi. Ah oui, oui. Hein, il y a ça. Cette pratique-là, comme ça, difficile, t'exclut un peu du reste de la société. Ouais. Te porte, enfin c'est mon cas, mais c'est pas seulement mon cas, bien sûr, mais tout ça porte un peu amène un peu à la solitude, et puis à la solitude, et puis la sorte de discipline de vie, des choses comme ça, espèce allez, c'est peut-être un peu excessif, mais bien que ça, c'est pas tant que ça, un peu comme un ascète, un peu comme C'est une vie un peu monacale en fait, quoi. oui, un peu monacale, un peu ascète quand même, un peu. Tu vis, et tu es tout seul. Enfin, pas à 100%, puisque les autres collègues, les gens qui pratiquent, ou les fans de musique, les gens cultivés, eux, bien sûr, tu fais partie font partie, et toi tu fais partie du même monde, je dirais. Mais c'est un petit monde, quoi. Oui, oui, c'est minoritaire. Ouais. C'est quand même assez limité. Voilà, ce que tout ça m'inspire un peu, quoi. D'accord. Mais ça fait rien. Mais je veux dire, c'est le prix à payer sûrement. Mais il y a le revers, le bon côté, quoi. Est-ce que ça te remplit en fait tout ça? Ah ben oui, voilà. Voilà, ouais, ça te porte en fait, quoi. C'est ça. Et quand tu écoutes un disque que tu as enregistré par exemple il y a 30 ans, il y a, je sais pas, même 20 ans, enfin peu importe, qu'est-ce que ça te fait en fait là? J'écoute pas mes disques. D'accord, ok. Une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Oh, c'est un peu ça. D'accord, J'écoute pas mes disques. ok. Il se trouve que si vraiment, il faut presque que je sois obligé, enfin, pour une raison ou pour une autre,
choisir un morceau ou je ne sais quoi. Ou si on me demande quelque chose Parmi les choses que j'ai enregistrées et que je peux réécouter, je dirais toujours qu'avec le recul du temps, je dirais que ça va, quoi. Ça tient la route. D'accord. Ça tient la route, pour prendre une expression. Alors moi j'ai peut-être une question, sans vouloir trop déborder, mais dans ces circonstances particulières où ça fait 1 an qu'on a assigné à résidence, qu'on ne joue plus, et si pour toi le disque n'est pas non plus une finalité en soi, je veux dire, quel est ton moteur aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qui te pousse Pour la musique? Ouais. Eh ben, je crois que c'est toujours de m'améliorer, quoi, moi-même. D'accord, ok. Ça reste le moteur. Oui. D'accord. Et donner à manger aux chevaux. Comment? Et donner à manger aux chevaux. Et donner à manger aux chevaux. 2 fois par jour.